Alors, une nouvelle vidéo pour expliquer la correction de devoir numéro 1. Alors, vous avez la correction écrite, mais je voulais expliquer néanmoins les principales difficultés. Alors, l'exercice 1, en fait, il n'a pas été très bien traité, alors qu'il était a priori relativement facile, il n'y avait aucun calcul là-dedans. En fait, il fallait avoir bien compris la notion d'acide et de base et les réactions acido-basiques. Alors, on avait la formule topologique de l'acide benzoïque. Donc, je rappelle que formule topologique, à chaque fois que vous avez des angles comme ça, ici, il y a des carbones. Tac, carbone, 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 carbone. Après, il faut compléter aussi par les hydrogènes. Ce carbone-là, il fait trois liaisons avec d'autres carbones. Donc, il y a forcément un hydrogène qui est ici, là. Donc, pareil pour les autres. Ici, il y a un carbone. Et on reconnaît la fonction COH, c'est cette fonction qui donne la propriété acide à la molécule. Donc c'est là-dedans qu'il va y avoir la perte de H+. Dans cette fonction-là, on l'avait déjà vu, et c'est à savoir. Voilà, donc le H+, qui est perdu, c'est ici. Donc attention, un H et un plus, donc ça va donner ici, donc au moins, ça va donner au moins avec trois doublés non liants là. Hein. On l'avait déjà expliqué. Donc une liaison covalente et trois doublés non liants et la charge négative. Voilà. La deuxième question de cet exercice 1, c'était écrire l'équation de dissolution du bicarbonate de soude solide en eau, c'est-à-dire de NaHCO3. Ce n'est pas une réaction acido-basique, c'est là où vous avez fait l'erreur, certains. Donc là, c'est juste une équation de dissolution. Alors, comment on réfléchit? Comment on raisonne? C'est un solide ionique, donc constitué d'ions. Quand il se dissout, il va libérer les ions. Lesquels? Ceux qui sont juste écrits en dessous. Donc la réponse, en fait, elle était plus simple que ce que vous pensiez. Voilà. Donc en fait, le solide, ici, se dissocie en ions, les ions constitutifs du solide ionique de départ. Voilà, c'est le mot solide ionique qui nous met sur la voie dissolution du solide ionique. Ce n'est pas une réaction acide-base. Voilà, vous êtes tombé dans le panneau, si je puis dire. Bon, ce n'était pas vraiment un piège. Je n'avais pas fait exprès pour faire un piège. Hein. Bon. Ensuite, là, on parle de réaction acide-base. Il fallait expliquer que l'ion HCO3- était à la fois un acide et une base. Voilà. Donc, ce qui s'échange entre l'acide et les bases du couple, c'est un H+. Donc là, c'est la forme acide. Il perd H+, il perd H et plus. Donc, le H, il disparaît là. Il disparaît. Et il perd plus. Donc, ils deviennent 2-. Voilà, de l'autre côté, c'est la base du couple. Il peut gagner un H+, pour donner H2CO3. Et on nous a expliqué dans l'exercice qu'on pouvait l'écrire aussi H2O CO2, le CO2 qui aura une importance après. Voilà. Quand vous écrivez des réactions acide-base, là, il faut bien prendre conscience que la réaction, comme toute réaction, doit être équilibrée. Hein. Elle doit être équilibrée. Donc là, si vous avez une charge négative au départ dans les réactifs, et qu'à l'arrivée, vous n'avez pas une charge négative, déjà, c'est faux. Donc, ça ne sert à rien d'aller plus loin. Donc, il faut reprendre depuis le départ son raisonnement. Donc, je ne donnais pas les couples acide-base exprès pour voir si vous aviez bien compris la notion de réaction acido-basique. Alors là, c'était la formule de l'acide benzoïque, la formule brute. Elle est donnée dans l'exercice, pour les copier, dans le sujet. C'est donc l'acide qui réagit avec la base, l'ion hydrogénocarbonate. Il s'échange un H+. Qui perd le H+? L'acide. Qui capte le H+? La base de l'autre couple. Donc, il s'échange un H+. C'est ça la notion de réaction acido-basique. Lui, il perd H et plus. Donc, il y a 6 hydrogènes, il n'y en a plus que 5. Et comme il perd une charge positive, apparaît une charge négative.
Lui, il gagne H+, donc il gagne un H2. Bon, ça, on peut l'écrire aussi, c'était expliqué, H2CO3, je l'écris déjà au-dessus. C'est peut-être plus simple pour H2CO3, donc il gagne H, donc H2. Je reprends mon explication. Donc lui, il gagne H+, donc il y a deux hydrogènes du coup, et il gagne un plus, donc ça donne une molécule, mais plus un ion. Voilà. Là, la réaction, bon, en fait, j'avais mis quand même des points là, sur cet exercice 1 en pensant que c'était a priori assez facile. Donc du coup, voilà, donc si vous avez compris la notion de réaction acido-basique, ce qui n'était pas le plus difficile, eh bien, vous pouvez récolter quand même pas mal de points. Donc là, c'est l'ion benzoate, l'ion hydrogénocarbonate, ils s'échangent pareil un H+. On regarde les charges électriques, 2 négatives dans les réactifs, 2 négatives dans les produits, donc c'est équilibré. Donc échange de H+, comme je l'ai expliqué déjà précédemment. La question 4, je passe, elle était relativement simple. Là, l'exercice 2, je passe aussi assez vite. Hein. Je l'avais dit en cours il n'y a pas longtemps que cette formule du pH, là, voilà, elle est valable à condition que la concentration en ion ne soit ni trop faible ni trop grande. Il y a deux conditions. Voilà. Et vous, certains, la majorité, vous avez dit qu'il ne faut pas que la concentration soit trop grande, mais on avait dit aussi qu'il ne faut pas qu'elle soit trop faible. Il y a les deux conditions. La question 2, c'est calculer le pH d'un mélange de deux solutions acides. Alors, ça, c'est traité dans un exercice exactement le même raisonnement. Voilà. Donc, on ne peut pas additionner les pH, on ne peut pas additionner les concentrations, ça ne marche pas. On ne peut pas faire une sorte de proportion entre le pH de la première solution et le pH de la deuxième proportion. Ça ne marche pas à cause de la fonction logarithme qui fait que le pH et la concentration sont des grandeurs qui ne sont pas du tout proportionnelles. Voilà. pH et concentration ne sont pas proportionnelles. Donc, si vous raisonnez comme vous le faites depuis le collège sur une relation de proportionnalité, ici, ça ne marche plus. Ce n'est pas proportionnel à cause de la fonction log qui ne donne pas une relation de proportionnalité. Ah, donc, en fait, il fallait additionner les quantités de matière apportées, les volumes apportés. Alors, attention, j'ai vu des erreurs mathématiques assez grossières. Là, le trait de fraction, il est sur la totalité. Hein. Si vous mettez le trait de fraction, là, si vous mettez comment écrire ça? Concentration de H3O+. Concentration de H3O+. Dans la solution du mélange S. Si vous mettez sur VS1, bon. Oui, donc j'arrive là. Donc, nombre de moles apportés dans la solution S1, le nombre de moles apportés dans la solution S2. Ça ne marche pas. Hein. Ça revient à dire que vous faites la somme des concentrations, ce qui est faux. Le volume total. Donc, ce que je viens d'écrire juste avant et ce qui est écrit là, maintenant, ce n'est pas du tout la même chose mathématiquement. Hein. Donc, c'est très important. Certains ont fait une erreur d'ordre mathématique, les traits de fraction sur la totalité. Alors, j'avance. L'exercice 3. À partir du pourcentage massique de la masse volumique de la solution, on trouvait que la concentration du H3O+, elle vaut 2,6 mol par litre. C'était un raisonnement qu'on avait déjà fait, dans d'autres. On avait fait plusieurs fois, dans d'autres exercices, dans un TP. Alors, j'insiste notamment sur le passage de H3O+ à HCl. En fait, ça n'a pas posé problème à certains, mais il y a quand même un petit souci, puisque en fait, il faut voir qu'une mol de HCl donne une mol de H3O+. La réaction est totale, on nous le dit. Donc, il y a bien égalité des nombres de moles à H3O+, et HCl.
Ce qui nous permet de calculer la concentration en ion H3O+. À expliquer quand même un minimum, là, vous expliquez certains pas du tout, vous contentez juste de balancer des formules. Le minimum du minimum, c'était de dire que 9%, ça veut dire 9 grammes de HL dans 100 grammes de solution. Il faut au moins dire ça quand même, parce qu'après, vous faites votre application numérique, vous ressortez le 9, vous sortez le 100, on ne sait pas trop d'où ça sort. Bon, il faut expliquer. Alors ensuite, ouais, j'ai eu du mal à décrypter là, les documents. Document 2. Voilà. Alors, là, en fait, on fait un titrage par suivi pH métrique. Bon, si vous me disiez le mot titrage, je comptais les points. Voilà. Donc, quand on fait pas, c'est pas un titrage par étalonnage, c'est pas un dosage pardon, par étalonnage, c'est un dosage par titrage. Dosage par étalonnage, on fait une courbe d'étalonnage. Dosage par titrage, on fait une réaction chimique. Donc, quand on comprend que c'est un dosage par titrage, hop, se met en route tout un processus, c'est-à-dire dans notre tête, on enclenche le raisonnement du titrage. Donc ça, il vaut mieux l'avoir en tête, ça. On l'a écrit déjà, on l'a écrit clairement dans des corrections d'exercices dans le cours. Dosage par titrage, j'écris l'équation Milan de la réaction de titrage, j'écris la relation à l'équivalence entre les quantités de matière de réactif, et j'en déduis une concentration souvent ou une masse. Voilà. Donc en fait, on nous demandait à l'équation bilan. Donc c'était déjà un premier départ. Voilà. Et après, on nous demandait la concentration de la solution commerciale. Donc on détaillait quand même les questions. Donc il faut déjà identifier les réactifs. Il y a des ions H3+ apportés par la solution d'étartrate dilué et des ions HO-. Ok. Il faut savoir par cœur que les ions H3O+, c'est une espèce acide, que HO-, c'est une espèce basique. Donc on en déduit la réaction, celle-ci. Si on ne sait rien, si on ne sait rien du tout, si on ne sait pas ça, mais c'est beaucoup plus difficile. En plus, on nous donnait les couples acide-base là, ici. Là, on les donnait. Donc il fallait, genre ici, si je lis, la solution commerciale. Solution commerciale, donc on dilue 20 fois. Donc dans cette solution, c'est la solution commerciale diluée. Elle contient des ions H3O+, c'est dit dans le document 1. On verse des ions, une solution d'hydroxyde de sodium Na+, HO-. Donc H3O+ dans la première, HO- dans la deuxième, réaction acido-basique entre H3O+ et HO-. Voilà. Et on enclenche donc le raisonnement. Le raisonnement qu'on a dosage par titrage. C'est un dosage par titrage et pas un dosage par étalonnage. On ne fait pas de courbe d'étalonnage, on fait une réaction chimique. Voilà. Et le raisonnement, c'est toujours le même. On se place à l'équivalence. Les réactifs sont introduits dans les proportions stoichiométriques. Ici, les proportions stoichiométriques, c'est autant de l'un que de l'autre. Ce qui n'est pas toujours vrai. Attention, égalité des nombres de moles, ce n'est pas toujours vrai. Ça dépend des nombres stoichiométriques de l'équation bilan. Voilà. Cette relation, on n'avait pas besoin de la redémontrer par un tableau, on ne le demandait pas, donc on va plus vite. Voilà, donc on fait apparaître concentration et volume. Attention, les bons volumes. Volume dosé de H3O+ de la solution S. Concentration HO- de espèce titrante, volume versé à l'équivalence, puisqu'on est à l'équivalence ici, dans cette relation. Et surtout, on n'oublie pas, que la solution a été diluée 20 fois. Donc, il faut remonter à la concentration de la solution commerciale. Donc, on multiplie la concentration qu'on vient de trouver par 20. Bon, là, je réécris l'expression précédente pour avoir un seul calcul à faire au final. Et on trouvait 2,4 mol par litre. Et un raisonnement qui était faux, qui était faux pour plusieurs raisons, c'était d'utiliser la valeur du pH, ici 1. Déjà, on nous dit que c'est proche de 1. Donc, ça veut dire que ce n'est pas 1. Donc, on n'a pas une valeur exacte. Et surtout, on a un pH faible, donc on peut plus utiliser la formule du pH, là. Ça ne marche plus. Pour des faibles pH, donc des concentrations H3O+ élevées. Mais de toute façon, il fallait même pas, cette valeur-là, en fait, il ne fallait pas s'en servir. Attention, hein.
On peut vous faire quelque sorte des pièges, puisque toutes les données ne servent pas forcément. Là, pH7, c'était juste pour montrer qu'on était à l'équivalence. pH1 ne servait pas. Il fallait enclencher le raisonnement d'un dosage par titrage. Donc, tout ce que j'ai expliqué précédemment. Alors, évidemment, si vous compariez la valeur de référence qu'on avait trouvée dans la première question avec la valeur de la solution non diluée, ça n'a vraiment aucun sens. Là, vous trouvez un écart relatif énorme, mais c'était normal parce que vous comparez deux choses qui ne sont pas comparables. Ça n'avait aucun sens. Bon, la problématique, c'était quand même beaucoup plus difficile. J'étais assez indulgent sur si vous avez fait des tentatives de raisonnement qui tenaient à peu près la route. Alors, sur les. Voilà, bon, j'ai assez détaillé quand même le raisonnement. Voilà, là, dans les formules, là, au niveau des unités pour calculer le volume de CaCO3, il y a très très peu qui ont bien su utiliser les unités là, dans la formule qui était pourtant donnée. Donc là, c'était un fois, là. Hein. C'était pas un moins, c'était un point, donc un fois. Voilà, donc il fallait calculer le nombre de moles de CaCO3 présentes sur le tambour de la machine à laver. Pourquoi? Parce qu'après, il fallait utiliser l'équation Mélan qui était donnée, le CaCO3 réagit avec les ions H3+ de la solution d'état 30. Et quand on raisonne sur une équation Mélan, on raisonne en moles. Donc il fallait bien calculer ce nombre de moles au départ. Pour trouver le nombre de moles d'H3+ nécessaire pour que tout le CaCO3 puisse être consommé, la réaction étant totale. Voilà, donc il faut reprendre ce raisonnement à tête reposée. Voilà, bon là j'ai reporté tout dans la même formule, ce qui est un petit peu plus compliqué. Hein. Évidemment, on pouvait rédiger de manière un petit peu plus simple. Voilà, faites attention, conversion, micromètre, mètre, centimètre, mètre. Je rappelle au passage hein, que 1 centimètre, 1 centimètre, c'est 10,2 mètres. Mais attention, 1 centimètre carré, c'est 10,4 mètres carrés. Je mets tout au carré. Hein. Je mets les centimètres au carré. Je mets le 1 au carré. Je mets le 10,2 au carré. Je mets le mètre au carré. Ça fait 10,4. 1 centimètre carré, ça fait 10,4 mètres carrés. Ça ne fait pas 10,2. 1 centimètre, 10,2 mètres. Mais en centimètres carrés, ça fait 10,4 mètres carrés. Attention. Grosse erreur là. Il y en a très très peu qui ont bien su convertir les unités là. Bon, et on trouvait qu'en fait, ouais, le flacon, la contenance du flacon était suffisante pour détartrer tout le tambour du lave-linge. C'est-à-dire qu'il y avait assez de H3+ pour consommer tout le CaCO3 présent sur le tambour. Donc il fallait comprendre qu'il fallait raisonner sur cette équation Mélan, donc en mol, donc calculer les quantités initiales en H3+ à CaCO3 sur tambour et apporté par le flacon, et voir si on arrivait à consommer tout le CaCO3. Voilà le raisonnement global. Bon, je vous invite à regarder attentivement cette correction et la vidéo si ça vous aide. Je m'arrête là.